Bien, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner, en vue de l'autorisation de sa publication, le rapport d'information de la mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Pour rappel, cette mission est commune à 4 commissions, affaires culturelles, affaires économiques, affaires sociales et développement durable, en raison du caractère très transversal de la problématique traitée. Cette mission de 22 membres est présidée par Mme Elisabeth Toutut-Picard, membre de la Commission des affaires sociales, et ses 2 co-rapporteurs sont Didier Martin, membre de la Commission des affaires économiques, et Gérard Menuel, membre de la Commission du développement durable. Elle a tenu sa première réunion le 26 octobre 2017 et a adopté son rapport la semaine dernière, le 29 mars, à l'issue de 5 mois de travaux. Je laisserai bien sûr le soin à la présidente ainsi qu'aux rapporteurs de la mission de présenter leurs travaux. Pour l'organisation de nos débats, suite à leur intervention, la parole sera donnée à M. Philippe Bollot, qui interviendra pour le compte de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, qui conduit des travaux sur le thème que nous évoquons aujourd'hui, ainsi qu'à un orateur par groupe pour 2 minutes, puis chacun pourra intervenir pour une durée d'1 minute. Madame la présidente Elisabeth Toutut-Picard, vous avez la parole. Bien, mesdames les présidentes de commission, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, la mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a été créée, comme vient de le préciser madame la présidente, le 26 octobre 2017, dans le contexte des débats passionnels et passionnés, j'ajouterai mais quand même passionnants, relatif au renouvellement de l'autorisation européenne du glyphosate. Afin de couvrir les aspects économiques, environnementaux, sanitaires et de recherche, cette mission était composée de 22 députés issus des 4 commissions aujourd'hui réunies. Les commissions des affaires économiques, du développement durable et de l'aménagement du territoire, des affaires sociales et des affaires culturelles et de l'éducation. Le caractère transcommission était donc très marqué pour cette mission, davantage que pour des missions d'information parlementaire beaucoup plus classiques. De fait, elle a été traversée par des courants de pensée ou des approches différentes qui reflétaient les appartenances thématiques des différents commissaires, ce qui en a fait aussi sa richesse par-delà sa complexité, il faut bien le reconnaître. En tant que présidente, je me suis fait un devoir d'assurer l'objectivité des débats et de déboucher sur des propositions concrètes, pratiques et opérationnelles. Je veux ici remercier les différents présidents de commission qui nous ont permis de bénéficier des ressources humaines nécessaires tout au long de nos travaux, à savoir 4 administratrices très dévouées et très compétentes. Pendant les 3 mois de travail parlementaire effectif, qui sont déroulés entre novembre 2017 et mars 2018, la mission a procédé à 47 auditions à l'Assemblée nationale. Elle a réalisé 3 déplacements sur le terrain et elle s'est aussi rendue à Bruxelles. Parmi la centaine de personnes auditionnées, nous avons reçu les représentants de la Mutualité sociale agricole, ceux des agences sanitaires, des organismes publics de recherche, ainsi que des représentants des victimes des produits phytopharmaceutiques. Les principales administrations centrales ont aussi été entendues, comme les professionnels du monde agricole, les principaux syndicats, les associations œuvrant pour une évolution du modèle agricole, les représentants de l'enseignement agricole, ainsi que ceux des fabricants de produits phytopharmaceutiques. Nous avons également donné la parole à des exploitants agricoles venus s'exprimer librement et directement sur leurs pratiques de terroir. Les parlementaires qui avaient conduit des travaux précédemment sur le sujet ont aussi pu faire part de la réflexion, notamment Antoine Herth, lui-même membre de la mission, ainsi que Dominique Potier. Je tiens à exprimer ma reconnaissance réelle à tous ces intervenants qui ont fait l'effort de venir parfois de loin à l'Assemblée nationale pour répondre à nos questions, ainsi qu'à toutes les personnes, groupes ou entreprises qui nous ont reçus sur le terrain, sur leurs exploitations, afin de nous éclairer et de participer au débat. Par ailleurs, notre mission a fondé sa démarche sur une volonté de totale transparence des travaux. Les auditions étaient publiques, visibles en direct ou en différé sur le site de l'Assemblée nationale.
ce qui a permis aux citoyens de s'associer à la réflexion des membres de la mission parlementaire, réflexion que nous avons construite sous leurs yeux et en totale indépendance. En définitive, la mission aura duré moins longtemps qu'initialement prévu, puisque nous avons décidé de produire le rapport préalablement à la discussion sur le projet de loi agricole. Cette décision d'abréger notre réflexion en cours de route a quelque peu entravé la dynamique de notre démarche. J'aurais personnellement souhaité poursuivre plus loin les investigations et les déplacements sur le terrain, notamment aux Antilles, pour constater sur place les dégâts du chlordécone. Mais faute de temps, tout cela n'était guère envisageable. En parallèle de notre démarche de parlementaire, le gouvernement travaillait aussi sur le même sujet, à travers des rapports qui avaient été commandés à l'INRA et aux inspections générales. Et c'est dommage, mais nous n'avons pas toujours eu connaissance de l'orientation de cette démarche, ni des conclusions, de façon préalable, en fait, à nos auditions. Ça aurait pu faciliter notre travail. Nous espérons notamment que la concertation qui a été lancée fin janvier sur un plan d'action sur les produits phytopharmaceutiques, sur laquelle nous n'avons eu que très peu d'informations, tiendra compte de nos propositions. Mais en dépit des quelques difficultés méthodologiques et techniques que nous avons rencontrées, ce rapport de qualité définit bien les enjeux et questionnements soulevés par le recours aux pesticides. Après avoir dressé le constat des conséquences sanitaires et environnementales des herbicides, insecticides et fongicides répertoriés sous le terme générique de phytopharmaceutique, et après avoir rappelé la législation applicable en la matière, ce rapport identifie toutes les solutions alternatives actuelles à l'usage de ces produits, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires pour réussir la transition vers un nouveau modèle de production agricole qui serait plus vertueux. Cette évolution est d'ores et déjà engagée, bien qu'inégalement répartie entre filières, acteurs et territoires. Si la mission a pu constater le réel volontarisme de nombreux acteurs agricoles déjà impliqués dans cette transition, il convient néanmoins, et dès maintenant, d'amplifier le mouvement si nous voulons parvenir à atteindre les objectifs fixés par les politiques publiques. Je pense notamment aux plans éco-phyto successifs dont les objectifs n'ont toujours pas été atteints. Avant de leur laisser la parole, je veux remercier très sincèrement les deux rapporteurs, Didier Martin et Gérard Menuel, pour leur présence constante à mes côtés, en audition et lors des déplacements, et pour le travail très complet qu'ils ont rendu en tenant compte des avis des uns et des autres. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des parlementaires qui ont participé à nos travaux, et bien sûr les administratrices de la mission qui ont œuvré jusqu'au dernier moment pour traduire dans ce rapport ce que nous avons vu, entendu à propos de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Merci. La parole est à Monsieur Didier Martin, rapporteur. Merci, Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Madame la Présidente de la mission, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je crois qu'il y a d'autres parlementaires, je crois qu'il y a quelques sénateurs aussi qui sont présents, je les salue. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce rapport tel qu'il a été rédigé. Je m'associe à tous les remerciements qui ont été formulés par notre présidente de la mission, les collègues qui ont enrichi les débats, bien entendu, tous ceux qui se sont rendus à notre invitation à Paris pour effectivement présenter leur point de vue. Et les points de vue étaient parfois divergents, parfois très divergents. Et puis je remercie aussi les administratrices dans cet environnement très féminisé. Nous avions effectivement une administratrice mise à disposition de la Commission Affaires économiques, puis 3 autres qui les ont rejoints. Je les remercie très sincèrement pour le travail de synthèse et de rédaction qu'elles ont achevé. Pour un aspect pratique, ce rapport a voulu, bien sûr, avoir une introduction, une conclusion, un résumé, une synthèse que vous pourrez lire, et puis dégager ce qui est, à notre sens,
les priorités, que sont les priorités et que ce sont nos propositions. En fait, un peu par hasard, nous sommes arrivés à 5 priorités et dans les 4 premières priorités, il y a 8 propositions. Ça fait un chiffre assez rond, 8 x 4, 32, plus 3 autres priorités, 3 autres propositions. La première priorité concerne la santé humaine et l'équilibre environnemental avec la biodiversité. Alors, dans les propositions qui figurent dans cette priorité, vous reconnaîtrez des éléments qui sont déjà connus, mais nous avons insisté sur je vais insister moi sur quelques nouveautés, quelques informations un peu inédites ou peu reprises dans le débat. Première nouveauté concernant la santé humaine, c'est bien sûr la reconnaissance et la révision du tableau des maladies professionnelles des principaux utilisateurs, les agriculteurs, et parallèlement l'indemnisation des quelques victimes des phytopharmaceutiques. Un texte a été voté au Sénat en ce sens et nous reprenons cette idée. Deuxième, nouveauté ou aspect plus particulièrement innovant, c'est de mesurer les externalités négatives de l'utilisation des phytopharmaceutiques. Et ceci de façon globale, parce que l'utilisation de ces produits n'est pas seulement à faire figurer sur un tableau, d'exploitation, charges et dépenses, mais bien prendre en compte la totalité des externalités, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, pour l'environnement et pour la santé humaine. C'est important. Je passe tout de suite à la seconde priorité qui concerne des solutions alternatives. Et c'est là, bien sûr, que nous étions attendus, puisque c'était l'objet principal de notre mission. Il faut bien dire que nous n'avons pas eu de trait de génie pour ces solutions alternatives et que nous avons repris la plupart des axes de développement de solutions alternatives. Cependant, nous avons souligné qu'en ce qui concerne la législation européenne, il nous paraissait possible de raccourcir, concernant le biocontrôle, les délais d'instruction, et en ayant par exemple un seul essai sur une seule zone géographique unique et supprimer l'obligation de destruction des récoltes ayant servi aux essais. Ça peut choquer peut-être certaines mentalités, mais nous pensons que ce serait quand même une façon de ne pas décourager ces méthodes concernant le biocontrôle. 2 chiffres que nous avons repris concernant ces solutions alternatives, c'est les surfaces agricoles utiles qui devront être dédiées en 2022 à l'agriculture biologique, soit 15% en 2022. Autre chiffre concernant l'agriculture de conservation, 10% à l'horizon 2025. Je vous renvoie aux autres rédactions, autres propositions du rapport concernant ces solutions alternatives. Troisième priorité, et elle est importante, renforcer la maîtrise des usages en économisant le plus possible ces produits phytosanitaires. Et tout d'abord, bien entendu, concernant le glyphosate, nous sommes prononcés en faveur de l'interdiction immédiate de l'utilisation de la substance et de ses produits concernant la fonction dessiccative de maturation des récoltes quand celles-ci ne sont pas arrivées à maturité. Ne pas utiliser le glyphosate sur les cultures, voilà le principe général. Autre élément assez innovant, c'est la proposition que nous faisons d'une prime à la casse des pulvérisateurs. Des pulvérisateurs de plus de 25 ans qui doivent être pour la plupart réformés. Alors nous n'avons pas avancé ni un chiffre sur la prise en charge, mais je laisse le débat peut-être... il faudra que ce chiffre soit incitatif. Il faudra qu'il y ait un effet psychologique pour déterminer auprès des agriculteurs cette décision de changer leur pulvérisateur, parce que là, il y a effectivement, malgré certains progrès, il y a encore des appareils qui sont trop polluants. J'enchaîne avec... alors, je vous fais grâce
des techniques modernes que vous avez peut-être tous en tête, les robots, les caméras, l'agriculture de précision, mettre le minimum de doses sur seulement les plantes et les parcelles les plus atteintes. Ça aussi, c'est une source d'économie d'utilisation des produits phytosanitaires. Et là, toute la technologie est mobilisée et elle est intense et elle est riche. Priorité suivante, accompagner la transition. Et pour cela, nous avons repris, bien sûr, les thématiques fortes concernant l'enseignement agricole, qui, petit à petit, et de façon, je dirais, parfois très forte, se convertit lui-même pour faire, je dirais, écho de ces pratiques, je dirais, respectueuses de l'environnement. Nous mentionnons également, bien sûr, l'objectif de passer à 30 000 fermes défis le plus tôt possible. Et puis, nous avons repris, souligné le portail éco-phyto-protection intégrée des cultures, c'est-à-dire un portail sur lequel toutes les bonnes initiatives, toutes les idées, y compris les vidéos et les témoignages, pourront être à disposition de tous pour partager ces solutions alternatives et les bonnes pratiques. J'enchaîne sur la dernière priorité. Je voudrais, sur cette priorité numéro 4, accompagner la transition, je voudrais insister aussi sur ce qui nous paraît important, à savoir la territorialisation des politiques. C'est-à-dire qu'au-delà de l'État, qui, à travers ses agences, bien sûr, impulse et réglemente, le fait qu'au niveau des territoires, départements et régions, des contrats soient passés pour effectivement engager et la conversion et le maintien, et surtout assurer la performance économique des exploitations. Dernière priorité, ça concerne, je dirais, les mesures européennes. Une innovation de taille qui commence à se mettre en œuvre, c'est le fait que les agences vont publier, c'est-à-dire rendre publiques les études qui leur sont remises par les firmes, par les porteurs de demandes d'agrément d'homologation des substances, publier l'ensemble de ces études, que ce soit des études industrielles, bien sûr en respectant certains secrets de fabrication, cela va sans dire, études industrielles, mais également les études académiques quand elles existent sur le sujet. Aujourd'hui, il y a, je dirais, une distinction entre ces études-là. Il faut que tout puisse être pris en compte et de façon transparente. De nombreux éléments figurent sur la modification du règlement européen CE 1107-2009. On pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. C'est très important, y compris pour le glyphosate, j'y reviens, puisque la France peut effectivement prendre des mesures conservatoires et unilatéralement des décisions, dans la mesure où la Commission européenne aura été saisie du problème, que la Commission européenne n'aurait pas pris des mesures d'urgence et que la France, encore une fois, pionnière en la matière pour le glyphosate, aurait démontré, signalé le risque réel et avéré. Ce sera une obligation qui s'imposera à notre pays. Je voulais mentionner cela au passage. Je termine, Madame la Présidente, en soulignant l'importance d'un fonds phyto européen qui considérera bien sûr les aides apportées à la conversion et peut-être au maintien, et surtout inclura un caractère assurantiel pour ceux qui se seraient engagés dans une alternative et qui verraient leur rendement, leur récolte atténuée par cette expérimentation qui ne serait pas fructueuse. Je vous remercie de votre attention. Je voulais balayer seulement les innovations de notre rapport. Ces innovations, j'espère qu'elles vous plairont et ces propositions sont assez nombreuses. Merci. Monsieur Gérard Menuel. Merci, Madame la Présidente. Comme j'ai compris, je crois qu'on est limité en temps concernant... 10 minutes. Le rapport. 10 minutes Voilà. Ah bon, je l'ignorais. Donc, tout d'abord, en vous saluant les uns les autres, je voudrais remercier l'ensemble de ceux qui ont participé à la présentation du rapport et qui ont apporté leur contribution, Madame la Présidente, mon collègue rapporteur, également tous les membres de la mission, et également, bien évidemment, toutes les personnes qui ont été consultées durant ces 5 mois, durant lesquels nous avons travaillé, sans oublier les administratrices,
avec des relais au milieu de la démarche. Néanmoins, je voudrais les remercier très sincèrement. Je ne vais pas aborder très longtemps le contexte dans lequel l'agriculture a évolué depuis plusieurs décennies. Je ne vais pas remonter au marché commun agricole et aux lois d'orientation en 60-62, où on a orienté l'agriculture vers une production massive de façon à répondre aux besoins alimentaires de la France et également de l'Union européenne. Ça a très bien marché, puisque en quelques années, l'agriculture française est devenue fortement exportatrice et a apporté, je l'ai dit, en quantité et en qualité également, et a mis à disposition des consommateurs français une alimentation de qualité. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux qui doivent être pris en compte, et l'agriculture ne doit pas être en dehors comme principal acteur dans la durée et responsabilité concernant les enjeux environnementaux, en particulier le maintien de la biodiversité, la préservation des sols, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et j'ajoute aussi également les CO2. Dans ce rapport, les effets de l'emploi des produits pharmaceutiques en agriculture ont fait l'objet de nombreuses auditions concernant les impacts sur la santé humaine, que ce soit sur la population agricole ou celle en général. Densifier la recherche, mettre en place des protocoles et des référentiels qui permettent de mieux appréhender l'ensemble des effets, comme ceux, par exemple, dits cocktails, aurait l'avantage d'alimenter le débat sociétal en certitude. Évidemment, l'agriculture n'est pas la seule cause de dégradation de nombreux écosystèmes. Cependant, elle doit s'adapter et être en capacité de corriger certaines pratiques culturelles systématiques et peut, en cette période de crise des prix à la production, être, avec l'environnement, la première gagnante de cette évolution. En effet, tout intrant qui se retrouve dans l'air, dans l'eau, dans le sol, a été acheté par les producteurs, souvent à des prix élevés, et peut être considéré comme source de gaspillage financier. Réussir cette transition agroécologique nécessite l'adhésion de tous les acteurs, à commencer par les premiers concernés, les paysans de France et tous les secteurs et modes de production. Le chemin incontournable qui conduit à une diminution significative des produits phytopharmaceutiques a été tracé par Ecophyto. Le constat peut paraître pour certains décevant, mais je crois qu'on ne peut pas assimiler ce constat à un échec total. Il a été source de mobilisation. Les objectifs affichés dans ce rapport de cette mission requièrent aussi également une mobilisation de tous pour réussir. S'engager, se mobiliser, rechercher, innover, développer et vulgariser ne doivent pas être que des mots alignés dans la quarantaine de propositions affichées. Ils sont le fil rouge qui accompagnera cette transition agricole. Engagement et développement de l'agriculture bio. Actuellement, de 7% en volume, le bio se développe, les 15% de la SAU nationale prévue en 2022 sont atteignables. Demande et offre nationale en bio doivent évoluer dans la durée à un rythme soutenu dans l'ensemble des secteurs de production, que ce soit fruits et légumes, vins, oléoprotéagineux et aussi céréales et cultures. Son développement doit être maintenu dans la durée et souffrirait d'une remise en cause, même partielle, de la politique de soutien. À ce titre, les retards trop nombreux du versement des aides à la reconversion ne sont pas le meilleur signe envoyé à ces producteurs. Le rapport met aussi en avant, ça a été dit à l'instant par mon collègue Martin, l'agriculture de conservation. Cette méthode culturelle, aux pratiques simplifiées mais aux investissements matériels lourds, a l'avantage de permettre dans les meilleures conditions un couvert végétal permanent et donne des résultats encourageants en préservation des sols, de la qualité de l'eau, de la biodiversité, du CO2 et fait appel à des intrants apportés en quantité nettement inférieure. Aujourd'hui, ça représente 4% de SAU. On peut envisager 10% en 2025. D'ailleurs, on voit des exemples concrets. Je vois mon collègue de l'Aube là-bas. Il a dans sa circonscription la ferme au Saint-Foin, qui commence avec les apiculteurs à avoir un impact important dans la région. La réussite de cette phase de réduction significative de l'emploi des produits phytosanitaires est conditionnée par 3 axes engageant la recherche. Cette dernière doit être en capacité d'apporter des solutions alternatives aux substances les plus préoccupantes dont le retrait est inévitable. Cette recherche, qu'elle soit privée ou publique, doit s'orienter vers des solutions qui débouchent sur des AMM qui répondent à des cahiers des charges plus stricts en matière de sélectivité et de dégradation des molécules proposées. Le biocontrôle doit élargir très rapidement son panel de propositions comme alternative. C'est possible et c'est souhaitable. Plusieurs start-up et TPE avancent sur ce chemin. Il est nécessaire d'encourager la recherche dans ce sens afin d'en améliorer le résultat. Les résultats les plus probants qui découleront de la vulgarisation du biocontrôle interviendront dans un premier temps, principalement comme solution de substitution aux insecticides. Développer le biocontrôle, c'est être en capacité de lever les carcans administratifs de tous ordres, nationaux et européens, qui freinent son évolution.
Allier le maintien de la production à un plus faible emploi des produits phyto, qu'ils soient de synthèse ou d'origine naturelle, passe par la recherche en génétique. L'amélioration variétale, avec des plantes en capacité de résister à ces bioagresseurs, fait partie du modèle environnemental à développer que le rapport proposait, accompagné par les usages, les dosages d'emploi en fonction des besoins réels en produits phytopharmaceutiques. La mise en place de techniques agronomiques nouvelles abordées largement dans le plan éco-phyto fait partie du panel des outils d'aide à la décision. Cela va des capteurs de spores qui se développent, par exemple, et qui permettent d'éviter de nombreux traitements, par exemple, culture légumière. Cela passe aussi par toutes les technologies embarquées qui permettent des observations en matière d'état sanitaire des plantes. Ces nouvelles aides à la décision permettent des observations les plus fines, par exemple en matière d'état sanitaire des plantes, de faire les choix les plus raisonnés et ainsi d'éviter dans beaucoup de situations l'emploi de produits phytopharmaceutiques et d'en limiter fortement l'usage grâce à du matériel de précision adapté et relié. En ce sens, la prime à la casse du matériel proposé par la mission n'a rien d'anecdotique et je serais d'accord avec le rapporteur qu'on peut évaluer à un minimum de 50 millions d'euros par an pendant 5 ans pour qu'elle soit vraiment efficace. Enfin, dans une liste qui n'est pas exhaustive, comment ne pas évoquer le secteur des protéines? Les chiffres sont là et têtus. L'Europe importe 70% de ses besoins en protéines végétales. La France, près de 50%. Toute évolution de ce secteur des protéines, en particulier en production légumineuse, aurait un impact positif sur l'environnement, grâce aussi à l'emploi limité en besoin de produits phytosanitaires. Le contexte, ce sont 30 millions de tonnes de soja OGM qui rentrent en Europe et ce ne sont pas les récentes décisions de l'Union européenne en matière d'oléoprotéagineux qui vont dans le sens souhaité. Dans la nouvelle PAC, l'octroi d'aides établi dans la durée et dans le premier pilier en faveur de la production de légumineuses serait la mesure la plus efficace à mettre en place afin de tendre vers les objectifs recherchés. Ce rapport peut être considéré comme un rapport de plus. Il ne comporte pas d'objectifs chiffrés et allie ambition et réalité. Chacune de sa quarantaine de propositions est atteignable et on appelle en confiance à la mobilisation de tous les secteurs, qu'ils soient publics ou privés. Il n'oppose pas les acteurs concernés les uns aux autres et à la prétention d'affirmer que les objectifs économiques et sociaux des secteurs agricoles et alimentaires sont compatibles avec la nécessaire évolution agroécologique qui passe par la réduction significative des produits phytopharmaceutiques en agriculture. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Philippe Bollot pour 2 minutes. Merci, mesdames les présidentes de commission, madame la présidente de la mission d'information, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, messieurs les sénateurs. Oui, 2 minutes pour vous présenter une mission complémentaire qui est portée par l'OPEXT et qui va compléter utilement un certain nombre de questionnements et apporter des questions, des réponses à un certain nombre de questionnements qui ont émergé au cours de la mission d'information. D'où cela vient? Eh bien, ça vient du contexte. Quelques éléments de contexte importants à vous rappeler. Donc, on se situe en octobre 2017, au moment où se pose la question de la prolongation par l'Union européenne de l'approbation du glyphosate et l'apparition de la divergence d'expertise sur l'effet cancérigène du glyphosate par le CIRC d'un côté et les 2 agences européennes de l'autre. Donc, c'est à ce moment-là que l'OPEX est saisi par la Commission des affaires économiques, par la Commission des affaires européennes, pour réfléchir à l'indépendance et l'objectivité de ces agences européennes. Le travail est ensuite engagé. 4 rapporteurs sont nommés, donc Madame Anne Genté, ma collègue députée des Français de l'étranger, et les 2 sénateurs ici présents que je remercie pour leur présence à nos côtés ce soir, donc Pierre Ouzoulias et Pierre Medviel. Donc tous les 4, nous menons ensemble cette étude. Le champ a été un peu élargi suite aux premières réflexions, c'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter uniquement au glyphosate, mais appréhender plus largement l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux, traitant donc les produits phytosanitaires, les nanomatériaux, les ondes, etc. Vous imaginez, à partir du moment où je vous ai dit ça, la complexité des sujets et leur multiplicité de ce que nous allons avoir à traiter. Donc il va s'agir de regarder l'expertise, la déontologie de l'expertise, les liens avec les intérêts économiques, la nature et la quantité et la fiabilité des données qui peuvent être utilisées, les interactions entre les différents sujets appréhendés, les approches systémiques et la gestion des divergences et des désaccords. Partant de là, les enjeux de la mission et d'étude, vous l'avez compris également, sont importants, complexes et ambitieux. Il s'agit de réfléchir à la confiance
dans la parole des experts et à réfléchir également à la prise de décision publique reconnue du grand public. Pour cela, nous avons donc engagé un certain nombre d'auditions qui ont commencé au mois de février, dont l'ANSES a déjà été vu, 15 auditions à ce jour. Elles vont se poursuivre, ces auditions, jusqu'à la fin de l'année pour vous remettre un rapport en novembre-octobre 2018. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer aux orateurs des groupes. Tout d'abord, la parole à Michel Delpont pour 2 minutes pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord au nom du groupe La République En Marche à souligner le travail remarquable de l'intercommission qui a été réalisé ainsi que l'implication des présidents, de la présidente Elisabeth Totu-Picard et des 2 rapporteurs, Didier Martin et Gérard Menuel, qui ont mené 47 auditions et organisé 4 déplacements sur le terrain. En novembre dernier, la licence d'utilisation du glyphosate était renouvelée pour 5 ans au niveau européen, tandis que le président de la République annonçait en parallèle son souhait de voir la France sortir de l'utilisation de cet herbicide d'ici 3 ans. C'est dans ce contexte de fortes controverses sur l'impact sanitaire et environnemental de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires que le Parlement européen a créé une commission d'enquête spéciale sur le sujet et que notre Assemblée a souhaité se saisir de ces enjeux à travers la création de cette mission d'information commune à 4 commissions. Le Parlement doit être un lieu de contrôle, d'approfondissement et d'éclairage des sujets qui font débat au sein de la société. Je crois que cette mission d'information a ici parfaitement rempli son rôle. Cela n'étonnera personne que le constat des impacts environnementaux et sanitaires a amené la mission à insister sur la nécessité de réduire drastiquement l'usage des pesticides pour arriver à terme à leur abandon pur et simple. Les travaux auront permis de mettre en exergue 3 principaux leviers. Intensifier la recherche afin de proposer des produits de substitution, des alternatives. Développer la filière biologique. Et enfin mettre en place un nouveau modèle agroéconomique pour lequel il me semble essentiel de changer de logiciel de formation en la tournant vers l'enseignement agroécologique. 35 propositions sont issues de ces 6 mois de travail, parmi lesquelles, parce que je porte ces sujets depuis longtemps, je soulignerai celles concernant des solutions alternatives afin d'encourager l'utilisation des produits de biocontrôle et d'accroître la recherche sur les variétés résistantes. Je termine. L'INRA travaille d'ores et déjà sur les cépages résistants, mais il faudra accélérer la recherche et donc accroître son financement. Je crois qu'il apparaît désormais indispensable que votre travail enrichisse les débats que nous aurons dans quelques jours sur le projet de la loi EGalim au sein de la Commission des affaires économiques afin de permettre une élimination progressive de l'utilisation de ces produits et un accompagnement des agriculteurs vers une agriculture durable. En aparté, je terminerai en disant que j'ai convaincu déjà les vignobles et les responsables de mon vignoble, de ma circonscription, à s'engager dans cette transition. Merci, monsieur. Merci. Je vais demander aux orateurs de respecter les temps de parole parce que nous avons encore beaucoup de prises de parole ensuite. Donc la prochaine fois, je couperai. Voilà. Donc monsieur Sébastien Leclerc pour les Républicains. Ça tombe mal. Hein. Mes chers collègues, sans grande surprise, ce rapport fait état d'un impact des produits phyto, tant sur la santé des agriculteurs que sur l'environnement, pris au sens large. Notre groupe considère qu'il faut poursuivre les recherches sur ces différents impacts pour à la fois répondre au scepticisme qui existe encore chez certains, mais aussi pour mieux éclairer les pouvoirs publics sur les mesures qu'il convient de prendre. Votre rapport propose donc de réduire l'usage des pesticides. La réduction, oui, et il y a des pistes et vous en évoquez. Mais la réduction, comment? Quels moyens? Quels palliatifs? Quelles conséquences économiques d'une telle décision qui, si elle n'est pas accompagnée, engendrera d'autres difficultés? Les rapporteurs nous proposent d'instaurer un contrôle de l'exposition des populations aux pesticides dans l'air. Nous sommes un peu circonspects sur cette proposition. Qui va organiser ce contrôle? Qui va le financer? Certainement pas les collectivités territoriales à qui on demande déjà de surveiller la qualité de l'air dans les écoles. Nous notons avec intérêt la volonté d'encourager le développement d'une agriculture de précision. Cette conception nous semble bien convenir à la fois à la réalité de la situation et aux enjeux que nous partageons. La proposition d'instaurer une prime à la casse comme pour les
voitures anciennes à une époque nous semble être une idée tout à fait intéressante. Cette mesure avait permis d'écarter de nos routes un certain nombre d'épaves. Il doit pouvoir en être pareillement pour ces vieux pulvérisateurs. Cette prime permettrait l'acquisition de matériel très précis. Vous appelez de vos voeux la mise en place d'un nouveau modèle agroécologique. Nous sommes convaincus que tous les efforts doivent être portés sur la formation de nos jeunes dans les lycées agricoles. Pendant trop longtemps, l'enseignement agricole a incité à la pratique d'une agriculture intensive, ne fonctionnant qu'en utilisant les produits que nous décrions aujourd'hui. Les choses changent peu à peu, les programmes ont été modifiés, mais nous sommes convaincus qu'il faut aller encore plus loin sur cet aspect de la formation des futurs agriculteurs. Je terminerai en insistant sur le fait qu'il n'y a, à notre sens, pas d'autre réalité que la réalité économique, que se passer des produits phyto, cela représente plus de travail pour les agriculteurs et que se pose de nouveau la question d'une rémunération du travail agricole qui soit réellement motivante. Le tout labour n'est pas la solution. Il entraîne plus de temps, plus de gasoil et la destruction des sous-sols. Et enfin, je terminerai, Madame la Présidente. Vous regrettiez de ne pas vous être déplacée aux Antilles. Je vous propose de venir dans la 3e circonscription du Calvados découvrir la technique culturelle simplifiée, le sans-labour, avec un jeune agriculteur, père de famille, qui habite au milieu de sa production. Merci, monsieur. Monsieur Philippe Bertha pour le MoDem. Merci, Madame les Présidentes, Madame les Vice-Présidentes, Madame la Présidente de la mission d'information, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La question qui nous occupe aujourd'hui est celle d'une triple urgence. L'urgence sociale, tout d'abord. Comme le souligne avec justesse l'introduction du rapport que nous examinons aujourd'hui, si l'agriculture est un fleuron économique qui place la France en position d'excellence, la dégradation des revenus des agriculteurs est connue de tous. Urgence sanitaire, ensuite. 1 million de personnes sont professionnellement exposées aux produits phytopharmaceutiques d'après l'ANSES. L'INSEE évalue ce chiffre à 5,6 millions en prenant compte les familles. Nous parlons ici des agriculteurs, premiers exposés aux risques, s'y ajoutent bien sûr les riverains et la population en général. Urgence environnementale enfin. L'IPBES, c'est-à-dire l'équivalent pour la biodiversité de ce qu'est le GIEC pour le climat, vient de publier 5 nouveaux rapports alarmants sur l'érosion de la biodiversité. Le CNRS et le Muséum d'histoire naturelle nous ont quant à eux alertés il y a quelques jours sur la disparition des oiseaux, sans parler des insectes, qui ont perdu 80% de leur population dans les 3 dernières décennies. Face à cela, nous avons la responsabilité collective d'inventer un nouveau modèle qui allie performance économique, protection des populations et restauration de la biodiversité. Ici, la recherche est clé. Elle ne peut se résumer au débat sur l'alternative au glyphosate. Elle se doit d'embrasser l'ensemble de la chaîne pour connaître un modèle agricole nouveau. Le rapport de messieurs Martin et Menuel contient quelques pistes en ce sens pour une meilleure connaissance des impacts, le développement de produits de biocontrôle et de variétés résistantes, l'allocation de fonds nécessaires à la recherche. Sans doute ce rapport aura-t-il pu approfondir certaines de ces propositions, être moins timoré sur d'autres, mais dans son ensemble, il est le fruit d'un travail sérieux, impartial et pragmatique, dont je salue la qualité et qui participe de la transition vers un modèle plus juste et plus sain. Pour cette raison, le groupe Mouvement démocrate et apparenté votera en faveur de sa publication. Je vous remercie. Merci. Monsieur Antoine Herth pour l'UAI. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je voudrais saluer le travail de la mission parlementaire à laquelle j'ai eu le plaisir de participer à de nombreuses reprises. Je voudrais dire qu'elle s'est penchée sur un sujet qui est largement en friche, le lien santé-produits phytosanitaires, en friche parce que les données sont parcellaires, parce qu'on ignore les impacts des effets cocktails, parce qu'aujourd'hui aussi il y a des doutes sur la robustesse des procédures d'évaluation. Aussi, je veux saluer à la fois le travail qui a été fait par cette mission, mais également les premières démarches du gouvernement dans le sens d'un renforcement des procédures européennes d'évaluation. Cependant, je voudrais que le même gouvernement abatte enfin ses cartes. Lorsqu'il dit « je veux sortir des phytosanitaires », ce n'est pas compréhensible par les agriculteurs et ça risque de les décourager dans les démarches qu'ils ont entreprises par ailleurs. Il faut préciser quels sont les calendriers. Il faut préciser si ce sont l'ensemble des molécules qui sont concernées ou certaines molécules en particulier. Il faut préciser si les produits du biocontrôle, si les produits pour l'agriculture biologique sont également concernés par cet objectif de prohibition. Est-ce que ces choix sont conditionnés par l'existence d'alternatives? Et si oui, comment est-ce qu'on peut stimuler la recherche pour que ces alternatives arrivent le plus rapidement possible? Comment faire en sorte aussi qu'on puisse protéger nos marchés par rapport à l'importation de produits agricoles qui, eux, sont traités par des molécules qui seraient interdites chez nous? Et enfin, est-ce que la France veut avancer seule ou est-ce qu'elle veut le faire dans le cadre européen? C'est un élément essentiel, alors qu'une nouvelle politique agricole
commune se profile pour 2020. Et à ce titre, je veux signaler qu'il existe déjà des contrats pour la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. J'aimerais que dans de futurs travaux, on puisse en faire le bilan pour ensuite enrichir nos propositions pour la politique agricole commune comme outil d'appui pour une moindre dépendance aux produits phytosanitaires. En tout cas, je veux saluer le travail de cette mission qui va dans le sens d'une poursuite d'un effort qui a été engagé à travers l'agroécologie et qui aujourd'hui le conjugue également avec le souci de la santé. Merci, monsieur. Delphine Bateau pour la Nouvelle Gauche. Merci, Madame les Présidentes, Messieurs les rapporteurs. En dépit du plaisir que j'ai eu à partager avec vous les auditions et un déplacement dans les Deux-Sèvres, je ne peux pas cautionner ce rapport. On peut avoir, bien sûr, dans les missions parlementaires, des divergences sur telle ou telle solution. Je veux dire que là, il s'agit d'autre chose. Alors que l'Assemblée nationale s'est levée il y a quelques semaines lorsque Nicolas Hulot a dit qu'il avait honte au regard d'études récentes sur la disparition des oiseaux, sur la disparition des insectes. Je ne peux pas cautionner un certain nombre de formules qui sont dans les titres de ce rapport et qui relativisent l'impact des pesticides sur la santé ou sur la biodiversité, dont l'évaluation resterait délicate, complexe, mal évaluée, le lien de causalité qui ne serait pas établi, etc., etc. Ces poncifs participent d'une fabrique du doute qui n'est plus permise aujourd'hui. Je trouve grave qu'un rapport de l'Assemblée nationale ne dise pas un mot de l'affaire des Monsanto Papers et renvoie dos à dos l'évaluation du glyphosate par le CIRC et par l'EFSA qui a fait un copier-coller des études de Monsanto. L'objet de cette mission d'information, à mes yeux, c'était de décliner, d'établir une feuille de route crédible, économiquement réalisable, de la décision du président de la République de sortir du glyphosate en 3 ans. Cette décision n'est pas dans le rapport et sur le glyphosate, la mission ne recommande qu'une nouvelle évaluation par l'ANSES et simplement l'interdiction de son usage dessiccatif dont l'INRA nous dit qu'il n'existe pas et qu'il n'est pas pratiqué en France. Les niveaux de preuve ont été considérés comme suffisants pour que le législateur interdise les pesticides dans les collectivités, interdise les pesticides chez les particuliers à partir de 2019. On est là dans la continuité d'une logique de maîtrise des usages qui a échoué et qui consiste à transférer la responsabilité des autorités publiques et de l'État et de l'Europe sur l'autorisation des substances, de transférer cette responsabilité aux agriculteurs qui sont chargés, eux, de maîtriser l'usage de ces substances dangereuses. Le rapport minore également, je pense, la maturité des solutions d'agroécologique et notamment, il n'établit pas suffisamment ce que nous avons vu au travers de plusieurs études, la façon dont en réalité la diminution de l'usage des phytosanitaires améliore la compétitivité économique des exploitations. Je conclus oui, mais très en vite. un mot, je mettrai d'autres éléments dans la contribution. Néanmoins, tout n'est pas perdu. Il y a une avancée dans ce rapport que je veux saluer et acter, qui est le fait que le rapport plaide pour la création d'un fonds d'indemnisation des phyto-victimes. Et si nous arrivons à le faire ensemble dans la loi qui fait suite aux États généraux de l'alimentation, ce sera déjà ça. Merci. Monsieur Ratenon pour France Insoumise. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Nous examinons ici un rapport qui en dit un peu plus sur un phénomène dont nous mesurons chaque jour la gravité. Un phénomène à qui l'on doit la disparition d'un tiers des oiseaux de nos campagnes en 15 ans. Un phénomène à qui l'on doit la disparition des insectes et en particulier l'hécatombe des abeilles. Un phénomène, enfin, qui dégrade notre santé. Il est désormais devenu très difficile de trouver un fruit ou un légume qui reste sain, épargné par l'usage massif des produits phytosanitaires, un phénomène si récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité, mais bien plus destructeur à long terme que nombre de défis que nous avons pu jusqu'ici relever. Nous sommes à un tournant, il est presque déjà trop tard, et il est temps de choisir. Voulons-nous, oui ou non, mettre fin aux pratiques de l'agriculture intensive et sauver ce qu'il reste de notre environnement et de la santé de nos enfants, ou bien voulons-nous poursuivre la catastrophe?
Tous nos amendements visant à changer progressivement de modèle agricole ont été refusés. Le ministre de l'Environnement lui-même l'a dit il y a quelque temps, tout le monde s'en fiche de la biodiversité. Mais les Français, eux, ne s'en fichent pas de perdre leurs oiseaux, leurs abeilles et leur santé. Cette commission a-t-elle pour but de décréter un sursaut national et international? Ou s'agit-il encore de retarder les décisions, de créer le doute autour de la dangerosité de ces produits et de ces pratiques? On sait qu'un puissant lobbying s'emploie à nous maintenir dans cette indécision. Des entreprises comme Bayer ou Syngenta dépensent des millions pour influencer les décideurs. Pour ça, ils peuvent compter sur l'oreille de Bruxelles, dont la Commission laisse au lobbying et à leurs scientifiques maison le champ libre pour maintenir le statu quo. Aussi, je le dis d'avance à celles et à ceux qui, ici, attendraient le feu vert de la régulation européenne, il n'arrivera pas. Nous l'avons vu sur la non-réglementation des perturbateurs endocriniens. C'est à nous d'agir ici et maintenant pour sauver ce qu'il peut encore l'être en transformant notre modèle agricole et en interdisant dans l'année les produits à la dangerosité avérée. Fini à l'indignation, fini les vœux pieux, place à l'action. Je vous remercie. Merci, monsieur. Monsieur Jean-Philippe Nilor, pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Si l'agriculture intensive pose toujours problème, elle pose même problème dans un pays continental et vaste comme la France, que dire de ses conséquences dans des territoires micro-insulaires comme la plupart des pays d'outre-mer? Cette mission est opportune et ses conclusions vont plutôt dans le bon sens. Réduire l'usage des pesticides, intensifier la recherche et changer de paradigme. Mais que faire concrètement pour que ce ne soit pas que des beaux mots? Aujourd'hui, suite à des dérogations qui ont été accordées par l'État, alors que ce produit était interdit en France, la chlordécone a provoqué un véritable désastre sanitaire aux Antilles. 91% des Martiniquais sont empoisonnés. On assiste à un foisonnement des cancers du sein chez les femmes, de la prostate chez les hommes, où nous sommes malheureusement record du monde en la matière. Les malformations génitales, des retards intellectuels, etc. Et j'en passe toutes les conséquences. La terre est polluée. La mer est polluée avec des conséquences sur l'activité des marins-pêcheurs. Les rivières sont polluées. Malgré tout cela, nous n'avons pas, semble-t-il, tiré les enseignements de cette histoire, puisque des dérogations sont en ce moment même accordées pour des herbicides qui sont particulièrement dangereux à partir du moment où ils sont en contact avec un milieu aquatique. Je parle de l'azulox, par exemple. Donc vous voyez, nous sommes loin d'avoir véritablement tiré les enseignements de cette histoire. Et aujourd'hui, les peuples de Guadeloupe et de Martinique s'interrogent véritablement sur la finalité des politiques publiques. Parce que, je le rappelle, le principe de précaution et la santé des hommes ont été sacrifiés sur l'autel des intérêts individuels et financiers. Donc, nous souhaitons que cette mission puisse enfin déboucher sur une interdiction de toute dérogation pour ce type de produit, une intensification avec des moyens financiers de la recherche pour décontaminer, pour dépolluer. J'espère que ce ne sera pas une grand-messe de plus, une mission de plus, mais qu'elle portera des résultats concrets. Nos populations sont en attente particulièrement vigilantes. Merci, monsieur Nilor. Je vais repasser la parole au rapporteur dans l'ordre qu'il souhaite prendre. Je vais commencer à apporter quelques éléments et puis mon collègue pourra compléter. Monsieur le député, nous avons pris conscience de la catastrophe qualifiée d'invisible, mais qui, hélas, s'exprime dans la santé de ceux des travailleurs et des populations exposées au chlordécone. Nous avons pleinement conscience de cela, et quand nous parlons des externalités négatives des usages des phytopharmaceutiques, il conviendrait, il serait nécessaire de prendre en compte la totalité de l'impact sanitaire et environnemental
quand il s'agit de dépollution, quand il s'agit de guérir des pathologies avérées. Nous avons entendu, par ailleurs, la MSA qui reconnaît des maladies professionnelles. Nous demandons à ce que ce tableau soit révisé et que les pathologies professionnelles soient effectivement inscrites, reconnues et indemnisées. C'est ce que nous devons faire, je dirais, en urgence, pour certains cas très particuliers et avérés. Deuxième élément, concernant les solutions alternatives, mon collègue a insisté sur l'indépendance pour l'alimentation animale de notre pays, qui est quand même, je dirais, très dépendante aujourd'hui des importations massives de produits oléoprotéagineux pour nourrir le bétail et qui, dans une formule un peu rapide, sont des OGM arrosés au glyphosate. Elle n'est pas de moi, cette formule, mais néanmoins, la formule a fait mouche et effectivement, il y a une prise de conscience à la fois de cette dépendance de notre économie agricole, et donc un grand plan végétal doit être relancé, un grand plan oléoprotéagineux doit être relancé pour effectivement nous dégager de cette importation possiblement toxique pour l'alimentation du bétail et donc l'alimentation humaine. Troisième élément en ce qui me concerne, et après je céderai la parole, oui, il faut effectivement que les choses soient plus claires, Monsieur Hers, sur les molécules à proscrire. Il faut les établir, il faut en faire la liste. Nous commençons notre rapport sur ces propositions sur 6 principales substances, n'est-ce pas? Il y a dans le cas 5 herbicides et un fongicide. Oui, il faut effectivement pouvoir arrêter la délivrance de ces produits-là à condition d'établir formellement leur dangerosité. Et donc, il est urgent, il est très urgent que les choses soient avérées dans ce domaine. Et à partir de là, effectivement, s'enchaînera les solutions alternatives, bien naturellement, qui vont s'imposer quand on aura proscrit ces molécules dangereuses. Voilà ce que je voulais vous dire pour les premiers éléments de réponse à vos remarques. Quelques éléments pour compléter la réponse de Didier Martin. Concernant mon collègue des Républicains et la surveillance de l'air, je crois que ça existe dans toutes les agglomérations au niveau national. On a une surveillance continue de la qualité de l'air à travers l'ASCA, l'agence de surveillance concernant la qualité de l'air. Je crois qu'il suffit d'ouvrir le panel d'observation concernant cette qualité. Ça ne coûtera pas cher ou très peu d'argent supplémentaire et on aura à chaque instant l'évolution de la qualité de l'air en tout lieu de notre territoire. C'est uniquement avoir l'observation pour avoir les meilleures solutions, les meilleures réactions possibles par rapport aux évolutions négatives qu'on pourrait connaître en matière de qualité de l'air et aussi répondre à une problématique d'information, car souvent on a des débats à ce niveau-là au niveau national et puis on n'a que des appréciations qui ne sont pas étayés sur des éléments probants. Donc avoir des éléments probants pour mener une politique en connaissant la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des sols, ça nous permet, je pense, d'évoluer dans le bon sens. Bon, concernant Michel Delpont, il a, je pense, amené sa contribution par des affirmations et ses connaissances fortes en matière notamment d'agriculture biologique. Je crois que c'est vrai que contrôle et éclairage sont les deux mots qui ont mené sa brève intervention que je partage complètement. Concernant Delphine Batho, c'est vrai qu'il y a des divergences. Je crois qu'on essaye, nous, à travers ce qui est proposé, d'avoir une politique qui allie l'efficacité à la réalité. Je crois qu'on n'aura pas du jour au lendemain cette élection. Je sens qu'il y a des conséquences importantes au niveau de l'agriculture, peut-être également au niveau de l'alimentation. Et c'est vrai aussi concernant le bio. L'actualité récente nous amène à être très prudents et d'avoir, à chaque fois que l'on supprime une molécule, d'avoir derrière les solutions alternatives, mais pas que. Je crois que derrière, il faut faire appel également à des solutions qui intègrent les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut observer de façon très fine les parcelles
de tous les agriculteurs au niveau national. On peut le faire par satellite, on le peut faire également avec d'autres moyens embarqués. Ça nous amène à avoir des cartes bien précises concernant les agresseurs ou des éléments comme des adventices qui devraient être détruites. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va parler un peu technique. Vous avez une parcelle de 10 hectares de blé qui a 3-4 ronds. De vulpin, par exemple, en plein milieu, ça représente 3% de la parcelle et on traite à plein. Je crois que si on avait les moyens technologiques avec des pulvérisateurs adaptés liés à une cartographie, on pourrait traiter uniquement sur les ronds de vulpin concernés. Et là, en l'occurrence, c'est 95% du problème qui est résolu en termes d'apport de produits phytopharmaceutiques. Donc, ce sont des solutions réalistes qu'il faut appel. Justement, et donc ça montre qu'il faut faire appel à la technologie pour avoir les résultats qui, je pense, tomberont très vite. Alors, sur les solutions alternatives, je crois peut-être reprendre ce que disait Antoine Herse. C'est vrai qu'on a besoin d'une politique qui soit clairement affichée, tant au niveau national qu'au niveau européen. On n'a pas besoin d'aller-retour permanent concernant cette politique. On a besoin au niveau national d'avoir beaucoup de lisibilité et dans la durée concernant les politiques qui sont appliquées. Et c'est vrai que l'importation massive, par exemple, dans le domaine de la protéine, du soja argentin ou brésilien, perturbe le marché national. Et il faut savoir également poser le vrai problème. On interdit, et je pense que c'était une bonne politique, les OGM au niveau de la production nationale et européenne, mais on importe de façon massive du soja fait, comme le disait mon voisin Didier Martin, dans des conditions peut-être beaucoup moins respectueuses en matière environnementale que ce que l'on fait ici au niveau national. Donc les politiques doivent s'afficher partout, à tout moment, et être clarifiées au niveau européen comme au niveau national. Merci, messieurs les rapporteurs. Nous allons donc passer maintenant à vos questions. Je vais vous demander de vous limiter à 1 minute et comme je suis un petit peu moins sympathique que mes collègues, je vous couperai la parole au bout d'1 minute. Nous allons... Voilà. Nous allons procéder par série de 4 questions. Pour commencer, Madame Claire Pitola pour l'AREM, Monsieur Stéphane Viry pour les Républicains, Monsieur Francis Vercamer, UAI et Monsieur Dominique Potier pour la Nouvelle Gauche. Madame Pitola, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Merci messieurs les rapporteurs pour cet excellent rapport. Notre milieu de vie compte entre 40 000 et 100 000 substances différentes. On voit là la difficulté de documenter de façon précise l'impact sur la santé de toutes ces substances et de leurs interactions. Faute de financement public suffisant, les études toxicologiques d'envergure sont principalement menées par les industriels. Même si elles respectent des règles scientifiques rigoureuses, elles restent sociologiquement en proie à des suspicions de défaut d'indépendance et de probité. 2 solutions s'imposent à nous, me semble-t-il, et sur lesquelles j'aimerais votre avis. D'abord, exiger davantage de transparence des études menées par les industriels, et ensuite que les agences sanitaires des États européens, dont l'ANSES pour la France, mutualisent une partie de leurs fonds de recherche. Un tel fonds géré par les États membres en partenariat avec l'Union européenne permettrait d'être réactif et d'engager des études toxicologiques d'ampleur, en particulier sur les sujets anxiogènes et soumis à forte controverse sociale. Merci. Merci, Monsieur Viry. Oui, merci, Madame les Présidentes, Messieurs les rapporteurs. J'ai pris note de vos priorités et de vos propositions. Je souscris à ces nouvelles mesures de protection que vous appelez de vos voeux et surtout à cette nécessité de promouvoir un nouveau modèle agricole qui concilie les enjeux économiques et agricoles. Et ma question rejoint celle de ma collègue sur l'évolution incontournable dans laquelle nous allons aller avec la nécessité d'une recherche performante. Quels sont les moyens publics, notamment quelles sont les capacités de nos INRA à aller de l'avant, à se saisir de ces sujets d'innovation, de recherche technologique? Quels sont ces objectifs qui sont assignés? Est-ce que, de par vos auditions, vous avez ressenti une volonté publique de doter nos INRA, qui étaient des instituts de grande qualité, de cet objectif de porter cette transition écologique? Et en complément, puisque la question de la recherche a été avancée, quid de l'innovation et quid de la conciliation entre le principe de précaution et le principe d'innovation dont certains appellent de leur vœu la transposition juridique?
Merci. Monsieur Vercamer. Merci Madame la Présidente. Votre rapport indique qu'1 million d'agriculteurs sont potentiellement exposés à titre professionnel aux produits phytopharmaceutiques. Le MSA reconnaît que 10% des salariés agricoles sont exposés à des produits chimiques cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Face à ce constat, je souscris bien évidemment à votre proposition de création d'un groupe de travail au sein de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture pour actualiser et améliorer le tableau des maladies professionnelles. Toutefois, une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle, et si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la sécurité sociale. Ainsi, le champ d'action de la médecine du travail est une limite au dispositif, car elle est obligatoire pour les salariés agricoles, mais seulement facultative pour les non-salariés, les exploitants agricoles et leurs familles. Le nombre de personnes concernées s'élèverait ainsi à 5,6 millions selon l'INSERM. Ma question est simple. Comment donc améliorer les mesures de protection, la détection et la prise en charge des maladies pour les familles directement exposées? Merci, Monsieur Potier. Merci Madame la Présidente. Moi, je retrouve dans vos propositions l'essentiel des mesures préconisées par Ecophyto 2 et j'ai simplement 2-3 précisions que j'aimerais que vous apportiez sur l'IRSTEA est beaucoup plus fin que les 25 ans de matériel pour leur cyclage et puis les 30 000 fermes défis, le fonds Agrimaire n'y suffirait pas, c'est bien sûr 3 000 fermes défis, chacune en relation avec des fermes en agroécologique. Donc c'est comme ça qu'on arrive à 30 000. Ça c'est pour les précisions. Mais plus important, il y a eu un atelier 11 aux EGA qui a répondu à toutes les questions systémiques que vous avez posées. Il l'a fait avec beaucoup de force et dans un quasi-consensus. Vous êtes passé, me semble-t-il, et je le regrette vivement, à côté de 2 sujets essentiels. Quel moteur pour l'agroécologie? Il me semble que la haute valeur environnementale doit être remise au goût du jour et l'issue du Grenelle n'est pas appliquée. Et puis le pilotage interministériel de Ecophyto 2, dont je vous précise, Madame la Présidente, qu'il n'a jamais été mis en œuvre, est un impératif absolu. Il n'a pas été mis en œuvre puisqu'il y a eu des recours au Conseil d'État, puisqu'il y a eu les élections et puisqu'il y a eu les EGA. On a perdu 3 ans. Merci. Messieurs les rapporteurs. Pour Madame Pitola, Madame la députée, vous avez raison. Vous avez raison. La question de l'indépendance des agences, elle est posée. Comment peut-on conduire de façon indépendante des études alors qu'aujourd'hui, les agences se basent sur les documents qui leur sont transmis, avec des méthodologies, bien sûr, qui sont acceptables, qui permettent la décision, mais néanmoins, les agences n'ont pas cette indépendance pour conduire leurs propres études. Alors on peut se dire que le niveau européen permet de mutualiser des moyens et de financer ce genre d'études indépendantes pour les agences européennes. D'un autre côté, il est vrai, notre souveraineté en ce qui concerne nos décisions nationales seront soumises aux résultats de ces études européennes. Et Madame Batho, d'ailleurs, a souligné les doutes qu'elle émettait sur les éléments qui ont fondé la décision de l'EFSA concernant le glyphosate. Au passage, Madame Batho, je vous réponds sur les solutions agroécologiques avec... je souscris et je mentionne d'ailleurs les travaux de l'INRA dans un réseau PEST. Voilà, il y a déjà 8 sites en France et puis un 9e. Les travaux ont un intérêt, c'est qu'ils sont à la fois agronomiques, enfin les études sont à la fois agronomiques, écologiques et sociales, socio-environnementales. Donc on a une approche absolument transversale, j'allais dire philosophique un tout petit peu, parce que c'est quand même le bonheur, c'est se nourrir et être heureux ensemble, hein. Eh bien, cette approche transversale, elle a déjà des premiers résultats qui montrent effectivement que tout compte fait, il est plus économique et donc plus rentable pour certains exploitants de s'engager dans cette filière agroécologique plutôt que d'être sous la dépendance de produits phytopharmaceutiques qui leur coûtent et qui n'ont pas forcément les mêmes, qui ne génèrent pas forcément les mêmes revenus parce que la valorisation des produits n'est pas la même. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la médecine du travail. Vous avez bien rappelé la méthode d'établissement de reconnaissance de la maladie professionnelle. Effectivement, les éléments sont là. Il faut certainement les réviser.
Et nous avons pu constater quand même qu'il y avait très vraisemblablement une sous-estimation de l'incidence de ces maladies professionnelles par une explication très simple, c'est que les salariés y sont obligatoirement soumis. Or, les exploitants indépendants ne le sont pas et ne se soumettent pas forcément, et rarement même, à ce contrôle et cette surveillance type médecine du travail. Il faut le souligner, il faut le remarquer, et il faut effectivement engager ces agriculteurs à suivre les mesures prophylactiques. Peut-être je peux passer la parole à mon collègue, parce que je n'ai pas répondu à M. Viry sur les techniques performantes de résistance, en particulier résistance variétale et tolérance naturelle. Oui, alors, en réponse à M. Viry, qui a soulevé un problème important, qui doit engager la recherche, en ayant toujours également chevillé à l'âme que l'économie également doit être associée en termes de résultats d'exploitation à la recherche qui s'engage. Et c'est vrai que vous avez raison concernant l'INRA. On a besoin, je pense, de bien recadrer ou de replacer l'INRA dans ses métiers fondamentaux. Ce n'est pas qu'on s'en est écarté fortement, c'est qu'elle a besoin peut-être d'avoir des moyens supplémentaires. Parce que je rappelle qu'au niveau du budget de l'INRA, il n'est pas en évolution. Et à côté, on a des besoins spécifiques, comme l'IRSTA, que l'on a auditionné durant cette mission, qui, cet institut, a vu ses budgets en nette baisse, et ça de façon récurrente depuis plusieurs années. Donc il faut savoir également comment on va évoluer demain. On a besoin d'une recherche fondamentale et appliquée qui soit beaucoup plus dense et s'intensifie. Donc il y aura des moyens supplémentaires à aller rechercher. Et je crois que dans la prochaine loi de finances, on pourra faire des propositions dans ce sens. Donc Stéphane Viry également faisait appel en disant au principe de précaution. C'est vrai que nos amis sénateurs ont entendu parler du principe de précaution concernant et d'innovation, surtout concernant les débats qu'ils ont pu avoir dans le passé. Je pense au sénateur Jean Bizet, qui s'est battu il y a quelques années pour le principe d'innovation. Bon, on est à la veille d'une réforme constitutionnelle. Peut-être qu'on pourrait suggérer au président de la République d'engager les discussions de façon à ce qu'on puisse inscrire ce principe d'innovation dans la Constitution. Donc ça, mais c'est un autre débat qu'on n'a pas engagé au niveau de la mission. C'est une réponse tout à fait personnelle. Concernant Monsieur Vercamer, bon, je crois que vous avez eu la réponse. C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation concernant les exploitants agricoles. On peut le regretter. Je pense que concernant cette proposition qui vise l'ensemble des indépendants, il serait bien qu'elle puisse être reprise. Merci. Pour les questions suivantes, Madame Charlotte Lecoq pour La République En Marche, Isabelle Valentin pour Les Républicains, Madame Christine Cloarec, La République En Marche, Monsieur Jacques Captain, Les Républicains. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. Ma question porte sur l'accompagnement des jeunes agriculteurs qui reprennent les exploitations familiales, souvent orientées sur l'agriculture conventionnelle, et pour lesquelles la transition vers une agriculture plus écologique ou biologique représente une difficulté et culturelle et aussi un risque. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous détailler les mesures, les recommandations que vous faites pour accompagner cette transition ? Merci. Merci. Madame Valentin. Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous sommes tous conscients des risques des produits phytosanitaires, tant sur la santé que sur les atteintes des personnes et aux biens. Votre rapport le démontre remarquablement bien. De nombreuses études démontrent effectivement le lien entre ces produits et certains cancers, malformations et cas d'autisme. Pour autant, nous sommes également conscients des enjeux de la compétitivité de nos agriculteurs qui travaillent très dur et qui ne récoltent pas le fruit de leur travail. D'autant qu'ils subissent une concurrence déloyale de nos voisins européens, moins sévères sur les normes phytosanitaires et dont les produits rentrent en masse, soit dans la nourriture des animaux, mais aussi en fruits et légumes. Petite parenthèse, on avait aujourd'hui une jolie tarte aux fraises à l'Assemblée nationale qui était de la fraise d'Espagne et les fraises étaient très grosses. Notons que l'agriculture française est l'un de nos derniers fleurons nationaux. Le modèle d'entreprise familiale doit être défendu. Au-delà des enjeux économiques, l'agriculture est la vitrine d'un savoir-faire français. Dès lors,
Une véritable transition agricole doit être menée en concertation avec nos agriculteurs, avec de véritables accompagnements humains, financiers. Ma question, la réflexion porte ainsi sur le calendrier à adopter pour que cette transition aboutisse à un recul de l'utilisation des produits phytosanitaires. Madame Cloarec. Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, votre rapport sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait référence au rôle de l'agriculture dans la pollution des eaux aux pesticides. Lorsque l'on procède à des mesures de concentration de pesticides dans l'eau, la molécule la plus fréquemment retrouvée est l'acide aminométhylphosphonique, je vais y arriver, l'AMPA. L'AMPA a deux origines, agricole et non agricole. La non agricole, les mesures non agricoles sont issues de la dégradation de substances que l'on retrouve dans les systèmes de réfrigération et de refroidissement des moteurs, de traitement des eaux de refroidissement, dans les détergents industriels et domestiques, ainsi que dans les lessives, comme les adjuvants anticalcaires. Une des trois molécules d'AMPA peuvent être formées par la dégradation d'une molécule de... Je suis désolée, c'est très technique, mais c'est pour expliquer un peu plus. C'est phosphonates industriels. Or, les caractéristiques physico-chimiques de l'AMPA sont identiques, quelle que soit sa provenance agricole, industrielle et domestique. Ça y est, ça vient. Les taux d'AMPA ne peuvent pas être le résultat du seul usage du glyphosate par le secteur agricole. Je vous remercie. Vous avez dépassé votre minute. Je suis navrée. Monsieur Catin. Des préfectures, des services de l'ARS et de l'ARS même, de l'ARS. Préfecture, service de l'État. Je commence. Je souhaite, avec plusieurs collègues, déposer un amendement autorisant à titre expérimental l'utilisation de drones pour le traitement de vignes à très forte pente en bio ou dans une démarche environnementale. Vignes localisées pour ces essais dans les principaux départements concernés en Alsace et dans la vallée du Rhône. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les orientations tant environnementales, avec une réduction de 50% des doses, que de la sécurité et de la santé humaine. 2 décès dans ma circo les 5-6 dernières années, de nombreux accidents de travail, temps d'intervention très réduit également, et plus de contact avec les produits pour les intervenants. Et elle s'inscrit également dans l'innovation, traitement dirigé au ras des vignes avec déport de produits infimes par rapport à un traitement classique au sol ou par des hélicoptères. L'expérimentation proposée se ferait sous le contrôle de l'IRSTEA, Institut national de recherche scientifique en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ainsi que sous le contrôle des services de l'État, bien entendu, avec un plan de vol, formation de l'opérateur, qui, vu les surfaces concernées pour le vignoble, en Alsace, c'est une centaine d'hectares sur 16 500. Excusez-moi, je termine. Non, j'ai coupé la Êtes-vous parole favorable? à ma collègue. Merci, madame. Merci. Messieurs les rapporteurs. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Lecoq a soulevé la question de l'accompagnement des jeunes agriculteurs au moment où, effectivement, après leur formation initiale, ils rentrent à la maison et ils sont tentés de faire comme papa ou comme tonton, plutôt que de se lancer dans des technologies, enfin des techniques agricoles plus complexes, plus diversifiées, avec des éléments multiples à maîtriser. Oui, il y a des aides à la conversion, elles existent. Il faut effectivement qu'elles arrivent à temps. Ça a été un petit peu le problème il y a quelques années du précédent ministre de l'Agriculture qui jonglait avec une cartographie difficile à établir qui empêchait le versement des aides de l'Europe. Bon, c'est une difficulté qui semble levée actuellement et les aides à la conversion arrivent. On peut regretter effectivement la suppression des aides au maintien, qui est une décision gouvernementale, alors que certaines collectivités territoriales continuent d'aider les agriculteurs, les cultivateurs qui sont entrés dans cette filière bio. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il faut effectivement valoriser les pratiques vertueuses, accompagner et favoriser les regroupements qui existent d'ailleurs déjà, regroupement de connaissances, de savoirs, de ceux qui s'engagent dans ces filières-là, accompagner et favoriser là encore les investissements qui peuvent être mutualisés, c'est déjà le cas à travers les CUMA, mais il y a effectivement un accompagnement humain et financier et stratégique à mettre en œuvre pour ces jeunes agriculteurs.
En ce qui concerne Madame Cloarec, concernant l'AMPA, elle soulève un vaste problème physico-chimique. Effectivement, tout ne vient pas des résidus et de la dégradation du glyphosate dans le sol. Et on se rend compte que, joyeusement, nous contribuons directement ou indirectement à diffuser des produits chimiques dans le sol. Il y a une maîtrise qui est imposée pour les collectivités territoriales, une maîtrise qui va être imposée pour les particuliers sur certaines substances, certains produits. La SNCF, on peut le mentionner aussi, fait des progrès là-dessus pour limiter le traitement des voies. Il faut encourager, saluer toutes ces démarches. Quant à M. Catin, monsieur le député Catin, je suis sensible à sa remarque sur les vignes en pente. Aujourd'hui, effectivement, nous butons sur une interdiction d'utiliser des aéronefs, quels qu'ils soient, pour épandre. C'est ce qui me semblait. Peut-être vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Mais nous avons souligné, je crois, y compris dans le rapport, l'intérêt du diagnostic, je dirais, vue du ciel, pour les atteintes, en particulier dans les céréales. Votre proposition qui permet un certain traitement localisé. Oui, c'est ça, j'ai compris. À cause des... Non, je ne tiens pas à avoir un troisième décès sur la conscience, et je ne pense pas que c'est... J'ai compris, il me semble, comme nous tous, avoir compris le problème que vous soulevez des vignes en pente et du traitement avec des drones pour, effectivement, ce qui est un aéronef, donc dans la catégorie de ce qui est interdit. Et je crois que votre remarque, elle est pertinente, et je ne tiens pas, ni vous, ni personne ici, à avoir d'autres accidents sur la conscience du fait d'une interdiction d'un épandage vu par des engins volants. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur Catin. Je cède la parole à mon collègue pour d'autres éléments de réponse. Peut-être tout de suite compléter avec M. Catin. Je crois qu'il est alsacien, hein, comme j'ai compris, en face, du côté du Rhin, sur les mêmes pentes. Moi, il voit les... Oui, je sais. S'il vous plaît, chers collègues. Justement, voilà. C'est ce que j'évoque. Je crois que... Il y a des différenciations concernant la législation des différents pays, hein, qui peuvent être préjudiciables, hein, lorsque l'on voit que, du côté de la frontière, on emploie des techniques qui sont interdites sur notre propre sol. Donc, moi, je comprends votre remarque, et je comprends aussi la problématique, c'est d'aller cultiver, hein, dans des vignes qui sont fort pentues, hein, avec le risque, hein, qu'on peut avoir. Voilà. Concernant le modèle d'agriculture familiale, hein, je crois que la France est riche, hein, justement, de ce modèle-là qui veut absolument être préservé. Et c'est vrai que si on veut être efficace dans la réduction des produits phytopharmaceutiques, je crois qu'on ne peut pas le faire sans concertation avec l'ensemble du monde agricole, qui passe pour un monde très bien organisé, avec des instituts, avec des structures professionnelles qui sont performantes. Et je crois que vous avez raison, qu'il faut avoir l'adhésion de tous pour qu'on puisse réussir les objectifs, tout en préservant, bien évidemment, le modèle d'agriculture familiale. Concernant la qualité de l'eau, je crois que là aussi, bien évidemment, si dans l'eau, on peut observer une détérioration importante, mais qui peut être ciblée dans certains secteurs de notre territoire. La qualité de l'eau est analysée et elle est suivie par l'ARS. Et là, on peut voir l'origine, hein, des pollutions concernées, agricoles, et également concernant le plus souvent aussi l'industrie. Merci, chers collègues. La série de questions suivantes, Madame Jacqueline Dubois pour l'AREM, Monsieur Jean-Marie Sermier pour les Républicains, Madame Sandrine Morche pour l'AREM et Monsieur Vincent Decker pour les Républicains. Merci. L'ANSES note qu'il n'y a pas de danger dans le respect des conditions d'emploi fixées dans les autorisations de mise sur le marché pour les néonicotinoïdes. Mais elle recommande de réduire au maximum, dès 2018, l'utilisation du
thiaclopride, en raison de son impact sur le système nerveux des abeilles et parce qu'il est suspecté de nombreux problèmes, donc perturbations du système endocrinien. Ce qui m'interpelle, c'est que l'utilisation de cette substance a explosé actuellement parce qu'elle n'était pas concernée par le moratoire européen de 2013. Et est-ce que cela ne nous appelle-t-il pas à une très forte attention quant aux risques qui pourraient arriver avec l'introduction de nouveaux produits chimiques en remplacement de ceux qui existent déjà ? Merci, Monsieur Sermier. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais féliciter les rapporteurs pour la qualité de leur travail et surtout de la sagesse de leurs propositions. L'agriculture, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. On a demandé aux agriculteurs de France de nourrir notre pays, ils l'ont fait. On a demandé aux agriculteurs de France de produire de la qualité, une agriculture et une nourriture saine avec une qualité gustative, ils l'ont fait. Aujourd'hui, la société leur demande, d'ailleurs, comme ils ne demandent à aucune autre filière économique de ce pays, d'avoir une exigence environnementale, ils le feront, mais il faut les accompagner. Alors moi, je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la société est prête à payer pour les accompagner ? Est-ce qu'effectivement, le gouvernement est prêt à mobiliser des fonds pour accompagner les agriculteurs dans une agriculture de précision qui, naturellement, est respectueuse de l'environnement, mais aussi qui nous offre une qualité gastronomique et gustative hors du commun dans ce pays français ? Merci, Madame Morche. Merci. Alors, bon, ça fait au moins 20 ans que l'on parle de la transition vers de nouveaux modèles agricoles et les effets néfastes des pesticides. La nouveauté, c'est la prise de conscience des consommateurs, sur lesquels on doit impérativement s'appuyer. Quand passe-t-on aux actes, nous, les politiques, et rapidement ? Comment les ministres vont mettre en œuvre, par exemple, les propositions des rapporteurs ? Côté formation, je vous rejoins sur l'importance d'une mise en réseau des agriculteurs précurseurs qui testent déjà des solutions très hétérogènes selon les parcelles, les cultures, les climats. Elles existent. Avez-vous des pistes pour étoffer cette mise en réseau ? Je pense aussi aux travaux de Lucien Segui, spécialiste français du semi-direct sous couvert végétal, plébiscité à l'étranger, inconnu en France. Comment peut-on ouvrir le conseil agricole à ces techniques ? Et enfin, un appel vers l'exécutif. Quelle suite peut-on donner à ce rapport aujourd'hui, maintenant et concrètement ? Et comme je n'ai pas été arrêtée, je précise que moi, je suis pour le débat et pas pour les grands-messes. Donc, je serais fan que la salle puisse intervenir. Merci. Monsieur Descoeur. Bien, notre collègue Martin a évoqué la nécessité d'accompagner la transition et d'aider à la conversion. Et notre collègue Ménuel a détaillé un certain nombre de pistes pour faire émerger des solutions alternatives. Ma question est simple et va rejoindre en partie des interrogations qui ont été formulées, ordre de passage oblige. Que préconisez-vous pour encourager la recherche des solutions alternatives et plus précisément, ça rejoint la question de mon collègue Sermier, pour s'assurer d'une mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux, des moyens publics pour conduire des travaux de recherche et ne pas être dépendant des seules études et résultats de laboratoires privés, des moyens publics pour la recherche, mais pas seulement, des moyens aussi pour accompagner les agriculteurs en conversion et sécuriser la transition dans laquelle ils vont devoir s'engager. En un mot, pour les accompagner vers l'objectif que nous partageons très majoritairement, qui est une moindre dépendance à l'usage de produits phytosanitaires. Bravo, chers collègues. Messieurs les rapporteurs, à vous. Madame la députée Dubois, concernant les néonicotinoïdes, effectivement, il y a une décision qui a été prise de leur interdiction au 1er septembre 2018, avec toutefois des dérogations jusqu'au 1er juillet 2020, en absence d'alternatives opérationnelles. Avec les néonicotinoïdes se pose la question effectivement des insectes pollinisateurs, et dont l'abeille est bien sûr le symbole et symbole même de la biodiversité. Donc c'est un problème tout à fait sérieux, très engageant pour la vie en général. Nous avons là encore entendu des témoignages très tranchés sur cette question-là.
certains apiculteurs installant, je vous le dis comme ça nous est venu, installant des ruches en bordure de champs de betteraves, alors que vous savez que les semences de betteraves sont enrobées avec des produits de cette catégorie-là. Et puis, en revanche, nous avons constaté l'hécatombe en ce qui concerne la fertilité, la reproduction, l'affolement de certaines, dans certains cas, des abeilles. Alors, des solutions aussi d'amélioration des applications existent. Les heures, la nuit, tôt le matin, etc. Donc, la prise de conscience, elle est générale, mais vous soulignez très justement que même si on interdit complètement certains, d'autres alternatives pourront avoir tout à fait les mêmes risques. En ce qui concerne la mobilisation pour la transition, je soulignerai que, pour notre collègue qui a posé la question, que dans notre rapport, nous rappelons l'importance du consortium existant entre la recherche publique et la recherche privée, le consortium Biocontrôle, qui associe effectivement des partenaires publics et des privés, des industriels et des grands producteurs. C'est une bonne voie. Nous soulignons qu'il est important d'intensifier ces recherches et d'augmenter les moyens à ce consortium. Et puis, très directement, ce matin, hier peut-être, je ne sais plus, excusez-moi, hier, le ministre Stéphane Travert nous a proposé d'échanger sur ce sujet et d'aller à sa rencontre pour effectivement discuter et, je dirais, fertiliser les mesures qui doivent être prises. Effectivement, et un calendrier, l'engagement du gouvernement doit se faire connaître là-dessus. Donc nous allons y travailler avec d'autres, bien entendu. Et je passe la parole à mon collègue Manuel pour répondre à M. Sermier, par exemple. Oui, concernant Jean-Marie Sermier, il a rappelé le rôle de l'agriculture à travers les décennies passées, avec les obligations et le cap qu'on avait donné dans les années 60 avec le marché commun, mais également avec les lois d'orientation 60-62, c'était de nourrir en quantité et en qualité, avec l'alimentation saine, loyale et marchande, comme on disait à l'époque, notre population. Je rappelle qu'à cette époque-là, on était déficitaire en produits agricoles et qu'on mettait en danger, à travers ce non-équilibre, la population nationale et européenne. Ça a bien réussi, puisque maintenant, l'agriculture française est fortement exportatrice à travers des secteurs d'excellence, comme le vin, les céréales, le malt, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les exigences environnementales que la société nous impose sont là, et je crois qu'on doit y répondre. Et pour y répondre avec le maximum d'efficacité, il faut que ça soit accompagné de moyens à tous les niveaux, des moyens dans le cadre d'une politique agricole affirmée au niveau européen, que ce soit dans le premier pilier ou dans le deuxième pilier. Quand on parle de réduire le budget européen concernant la PAC, je crois il faut prévenir et faire attention. Il y a la sortie des Anglais qui va déjà diminuer fortement le budget de la politique agricole commune. Et ce n'est pas à un moment où il y a des exigences nouvelles qui sont assignées à l'agriculture qu'il faut en diminuer les impacts financiers. Loin s'en faut. Si on veut que la politique agricole nationale et européenne réussisse, il faut absolument s'en donner les moyens. Parce que ce qui compte, c'est ce qui va marcher. Et ce qui va marcher, ça nécessitera des moyens supplémentaires en termes d'accompagnement. Madame, vous avez évoqué que des solutions venant de l'extérieur pouvaient être appliquées au niveau national. Ça s'appelle l'agriculture de conservation. Aujourd'hui, il y a 4% de la surface agricole utile au niveau national qui est en agriculture de conservation, sans labour, qui met en place des couverts végétaux tout au long de l'année, par exemple des facilis, en accord d'ailleurs avec les apiculteurs locaux, lorsqu'on met ça en place, et ça améliore le regard de la biodiversité que l'on peut avoir vis-à-vis de l'apport de l'agriculture. Et ça amène aussi une prise de conscience, parce que l'agriculture de conservation, ça améliore les sols,
ça améliore le couvert végétal, ça permet également de capter le CO2. Donc il y a quand même des éléments importants sur la biodiversité. Et je crois que c'est une voie d'avenir à ne pas négliger. Là aussi, ça nécessite des moyens en matériel souvent très importants, qui impliquent de travailler en groupe, etc., de pouvoir travailler ensemble au sein d'une même commune ou d'un même secteur. Mais donc là aussi, ça pourrait être accompagné, et également avec des mesures technologiques de pointe. Je le disais à l'instant, tout à l'heure, quand on parlait de pulvérisateurs avec une prime à la casse, ce n'est pas uniquement un gadget. C'est également s'engager vers l'apport de la technologie comme élément d'aide à la décision en agriculture. Merci, chers collègues. Pour la prochaine série de questions, Madame Blandine Brocard, l'AREM, Madame Valérie Beauvais, Les Républicains, Monsieur Marc Delatte, l'AREM, et Madame Mireille Robert, l'AREM. Madame Brocard. Merci. Messieurs les rapporteurs, ma question porte sur la diffusion des bonnes pratiques que nous devons encourager, non seulement dans le secteur agricole professionnel, comme le préconise votre rapport, mais également en direction des jardiniers amateurs. Depuis l'année dernière, la vente en libre service des produits phytopharmaceutiques aux particuliers n'est plus autorisée et à partir de l'année prochaine, l'utilisation même de ces produits leur sera complètement interdite. Si nous pouvons nous en réjouir, il faudrait cependant que les jardiniers amateurs, qui sont très nombreux dans notre pays, en soient non seulement informés, mais qu'il leur soit également proposé d'autres alternatives. Messieurs les rapporteurs, vous proposez que les chercheurs en agriculture et les acteurs institutionnels du secteur agricole alimentent par exemple régulièrement le portail Ecophytopic. Pourquoi ne pas créer un site sur le même modèle, recensant vidéos, témoignages, fiches techniques, sorte de wiki du jardinage sain et durable, porté sur la vulgarisation de l'information pour les jardiniers amateurs? Merci. Merci, Madame Beauvais. Merci, Mesdames les Présidentes, Messieurs les rapporteurs. Concernant la seconde partie de votre rapport relative à la promotion d'un nouveau modèle agricole qui concilie les enjeux économiques et écologiques, permettez-moi de vous formuler les remarques suivantes. Parmi les solutions préconisées figure celle relative à la mise en place d'un nouveau modèle agroécologique fondé sur la prise en compte du contexte pédoclimatique, les cultures mises en œuvre, la nature des sols, etc., pour parvenir à des solutions alternatives dites coups humains. Pouvez-vous nous apporter des éléments de précision à propos de cette solution que l'on qualifie de mode de culture à la parcelle, et ne craignez-vous pas que cette solution génère de nouvelles contraintes pour les agriculteurs, notamment en ce qui concerne les démarches administratives déclaratives à la parcelle pour chacun des traitements réalisés? Merci. Merci, Monsieur Delatte. Marche pas? Merci. Mesdames les présidentes, messieurs les rapporteurs, dans le département de l'Aisne, nous sommes à la pointe des techniques innovantes en vue de réduire les intrants chimiques pour l'agriculture en utilisant des systèmes de production performants et économes en pesticides. Cela s'inscrit dans le dispositif des fermes défis rassemblant plus de 3000 exploitations agricoles en France. Ainsi, l'utilisation des drones permet l'évaluation de l'état de la biomasse d'une parcelle de terre en vue du calcul optimal de l'apport d'intrants, le drone étant relié à un épandeur à modulation au sol. Il s'agit d'une agriculture de précision. Pour autant, cela nécessite un investissement de l'ordre de 30 000 € avec l'achat du drone, la fourniture du logiciel, le coût de la formation et le brevet de pilotage, pour un coût estimé entre 10 à 15 € l'hectare, compensé par l'économie d'intrants chimiques. L'objectif de réduction des pesticides étant de 50% à l'horizon 2025. Ces pratiques innovantes méritent d'être valorisées. Quelles mesures pourriez-vous envisager pour l'accompagnement de ces techniques innovantes? Merci, Madame Robert. Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs. Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air collectent des données sur les concentrations en pesticides depuis 2000. Ces données ont montré que l'atmosphère constitue une voie majeure pour le transport de ces polluants. Ils contaminent l'ensemble d'un territoire, y compris en milieu urbain. Or aujourd'hui, seuls 4 polluants sont réglementés et font donc l'objet d'une surveillance quotidienne. Les particules fines, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et l'ozone. Pourtant, près de 90 substances jugées dangereuses pour la santé sont présentes dans l'air ambiant, comme le glyphosate, le fipronil ou le chlordécone. L'ATMO France et l'ANSES ont signé une convention et un accord cadre pour améliorer les connaissances sur les pesticides dans l'air ambiant et l'exposition des populations.
Ne pensez-vous pas qu'il faudrait rendre obligatoire la surveillance par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, de la présence dans l'air des pesticides, pour suivre à la fois la pollution phytosanitaire dans l'air ambiant, l'exposition chronique des populations et enfin déterminer les seuils d'alerte sanitaire? Merci, messieurs les rapporteurs. Alors, je dirais que presque tout est bon à prendre, hein. En ce qui concerne la forme wiki pour les jardiniers amateurs, dont nous faisons partie, certains d'entre nous, l'idée est la même qu'avec la plateforme intégrée. Il s'agit de partager, de mutualiser les bonnes pratiques, les astuces pour effectivement produire sain et produire bio à la maison, hein. On est tout à fait d'accord. Donc votre proposition qui s'inspire de Ecophyto-PIC pourrait tout à fait avantageusement rendre service aux familles et aux jardiniers indépendants et amateurs que nous sommes, les non-professionnels. En ce qui concerne le nouveau modèle agricole et les conditions pédoclimatiques, oui, vous avez totalement raison, ça risque d'entraîner des contraintes pour les exploitants, pour les professionnels. De la même façon d'ailleurs, je me permets personne ici l'a soulevé, mais la dissociation du conseil et de la vente, nous souhaitons que ce ne soit pas une source, et l'interdiction des rabais et des remises, que ce ne soit pas une source de déséquilibre des comptes d'exploitation des agriculteurs. Ils ont tout à y gagner d'un point de vue environnemental et peut-être productif, mais il ne faut pas que ces contraintes, que ce soit l'étude de traitement à la parcelle ou la législation concernant les phytos, conduisent à une augmentation de leurs charges. En tout cas, c'est une vigilance que nous devons avoir et qui s'est exprimée. Il faut faire bien et il faut faire, je dirais, c'est tout le sens de la loi en préparation, le juste prix qui rétribue les producteurs. Voilà ce que je pouvais dire et je passe la main, si vous êtes d'accord, à mon collègue Ménuel. Oui, Valérie Beauvais a parlé d'agroécologie. Concernant les aides à la décision, c'est vrai que trop souvent, toute évolution rentre dans une obligation administrative très forte. Je pense qu'on a besoin de libérer un peu les énergies au niveau de l'agriculture nationale et de se retirer un petit peu des obligations administratives, parce que l'agriculteur qui rentre le soir, qui a travaillé, il passe maintenant quelques heures à remplir sur le plan administratif un certain nombre de documents qui servent à pas grand-chose, si ce n'est à voir si le contrôleur qui vient de la DDT regarder si effectivement ça a été réalisé en bonne et due forme. Je crois qu'il faut travailler dans un climat de confiance. Et c'est vrai que la suradministration de l'agriculture en ce moment commence à poser quelques difficultés, en particulier de compréhension de la part des agriculteurs qui sont prêts à s'engager vers des voies nouvelles. Alors, dans l'Aisne, il y a des drones. Et c'est vrai que l'observation par drone est particulièrement importante et devient de plus en plus nécessaire comme aide à la décision. Je trouve que les drones de l'Aisne sont très chers. Je pense qu'aujourd'hui, et depuis maintenant quelques 18 mois, 2 ans, eh bien, le prix d'un drone a fortement diminué. Je ne vais pas donner des noms commerciaux, mais je connais des drones qui ne sont pas à 30 000 €, loin s'en faut, et heureusement. Mais on peut diviser par 3, je pense. Alors c'est vrai qu'il y a les logiciels, il y a aussi à côté un nombre d'éléments d'accompagnement, mais on est loin des 10 000 €. Et puis ça peut être partagé à plusieurs. Là aussi, en agriculture de groupe, ça diminue les coûts. Alors, est-ce qu'il y aura un accompagnement financier? Je crois que la première réponse, c'est qu'il faut espérer qu'à travers la réduction justement de l'emploi des intrants, eh bien, ces drones soient directement rentables. Merci, messieurs les rapporteurs. Pour Madame Robert. Non, concernant la qualité de l'air, tout à l'heure, ça a déjà été répondu. Bien évidemment, la surveillance doit être permanente à travers l'ASCA. Et on a tout à gagner à connaître en permanence la qualité de l'air et les différents polluants qui peuvent la composer. Et je pense que, y ajouter les composants d'origine phytopharmaceutique, ça nous paraît une solution qui nous permettra d'améliorer justement notre connaissance.
et définir des repères en la matière. Merci, messieurs les rapporteurs. Pour les dernières questions, Madame Marie Tamarel pour La République En Marche et Monsieur Jean-Luc Fugit, la REM. Madame Tamarel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, j'ai pas le temps de vous dire merci, parce que j'ai qu'une minute. Voilà, donc mon désir était de repointer quand même les agriculteurs et la vision qu'on a des agriculteurs, parce que je trouve qu'à travers toutes ces remarques, on pourrait peut-être oublier qu'ils ont beaucoup progressé et que l'évolution des usages est certes, et qu'elle mérite, à mon avis, peut-être d'être davantage mise en avant pour être dans cette dynamique d'aller encore plus loin. Parce que être dans la dénonciation, c'est culpabilisant et ça ne donne pas beaucoup envie de changer. Donc c'était voir à travers effectivement vos travaux comment encourager de façon positive l'évolution de nos agriculteurs, en sachant que les nouvelles technologies, je pense que sont, moi qui suis du milieu agricole, bien évidemment, mais encore faut-il avoir Internet, par exemple. Voilà, donc ça, et puis la recontextualisation dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on est surtout sur l'agriculture, mais l'écologie, c'est large, c'est l'industrie, c'est les citoyens, voilà. Merci, Monsieur Fugit. Chers collègues, merci pour ce rapport que je lirai en détail. Je suis très sensible aux questions de pollution de l'air. J'ai moi-même conduit pas mal de recherches, travaux de recherche sur l'ozone, sur les composés organiques volatiles, un sujet que je pense connaître relativement bien. Je voudrais simplement revenir sur une de vos propositions, donc de mettre en place un dispositif de surveillance nationale de pesticides dans l'air, de fixer un seuil de détection des produits phytosanitaires. J'y suis naturellement très favorable. Mais je vous avoue que je m'interroge sur cette proposition, sur laquelle j'aimerais donc avoir quelques précisions. En effet, l'ANSES avait été saisie en 2014 par les différents ministères pour lancer des travaux afin d'établir donc des modalités de surveillance des pesticides dans l'air. Nous sommes en 2018, presque rien n'a été fait. Les mesures exploratoires débutent là dans les semaines qui viennent. Donc une de mes questions, c'est pourquoi est-ce si long selon vous? Est-ce une question de volonté politique? Est-ce que c'est un problème financier? Monsieur Menuel, vous avez dit tout à l'heure, ça coûterait peut-être pas si cher que ça. On parle de 5 millions d'euros. Sachez simplement que la métrologie est spécifique, c'est-à-dire que les appareillages qu'il faut utiliser pour les pesticides ne sont pas les mêmes que pour les 4 polluants qu'a rappelé ma collègue tout à l'heure. Donc peut-être il faudra augmenter les moyens. Est-ce qu'une question de taxe générale sur les activités polluantes qu'il faut éventuellement augmenter? Faut-il s'interroger à travers le chiffre d'affaires de groupes tels que Bayer? Voilà, donc quel est le vecteur législatif selon vous, ou réglementaire? Excusez-moi, chers collègues, j'ai manqué de vigilance. C'est pas grave, mais... Je finis. Pour fixer les seuils réglementaires, il y a, non, alors... il y a simplement les études épidémiologiques à mettre en place. Qu'est-ce que vous préconisez pour financer les études épidémiologiques à mettre en place? C'est tellement important. Merci. Merci, messieurs les rapporteurs, c'est à vous. Oui, si vous en êtes d'accord, Madame la Présidente, je laisserai Madame la Présidente Toutu-Picard répondre à sa collègue, Madame la députée Tamarel, puisqu'elles ont une complicité de commission et naturelle. En ce qui concerne, Monsieur le député Fugit, spécialiste de la question, pose les bonnes questions. Comment financer? Quelle technologie? Quel calendrier? 1914-1918, il ne se passe pas grand-chose. 2014-2018, pardon, excusez le lapsus. Cette guerre pour la pureté de l'air n'est pas terminée, n'est peut-être même pas commencée, si on vous entend bien. C'est pourtant important. Et juste à ce moment du printemps, où les pollutions aériennes de diverses origines d'ailleurs, les pollens, les acariens, mais effectivement les produits chimiques rejetés par les déplacements et par les traitements, c'est vraiment d'actualité, parce qu'il y a une vraie épidémiologie à connaître de cette pollution atmosphérique et des maladies respiratoires qui en découlent. Donc c'est tout à fait important de s'engager dans cette démarche de connaissance de la présence de ces produits toxiques, de fixer le seuil, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas si simple que cela. On a eu exactement le même problème sur la présence de résidus de pesticides dans l'alimentation. Voilà. On est de l'ordre de la millionième partie. Voilà. Et quand on en a 5, 10, 15, 30 fois
ce seuil de détection, on a bien l'impression qu'on s'empoisonne. Excusez-moi le terme, mais c'est quand même bien de cela qu'il s'agit quand on prend conscience de ces mesures. Donc les mesures, elles doivent être des outils et en aucune façon doivent être ni des remparts, ni des dangers trop affichés et trop livrés comme ça à l'opinion. Parce que l'opinion s'inquiète à ce moment-là de façon tout à fait naturelle. Et il ne faut délivrer que des valeurs qui ont été quand même établies formellement et qui sont acceptables, parce que c'est une notion qui nous a été soulignée quand nous sommes allés à Bruxelles, dans une formule anglaise européenne, aussi acceptable que possible. Voilà. Les moyens doivent être mis en œuvre de la façon la plus acceptable possible en fonction de l'état de l'art et de l'état de la connaissance scientifique. Voilà, ce sera ma conclusion un petit peu générale à la question importante que vous soulevez, monsieur le député Fugit. Bon, alors, puisqu'il m'est donné ponctuellement de pouvoir enfin prendre la parole, c'est un rôle, celui de présidente, que je ne croyais pas être aussi frustrant en fin de course. Oui, alors, oui, c'était un petit clin d'œil par rapport à ma collègue Marie Tamarel, parce qu'on en a déjà à plusieurs reprises parlé. Notre projet n'est absolument pas de pointer du doigt les agriculteurs comme étant à la source de tous les problèmes de notre monde et notamment de toutes les pollutions. Ils y ont leur part, c'est évident, mais ils ne sont pas les porteurs de... Enfin, ils ne feront pas qu'on les crucifie en les désignant à l'opprobre populaire comme les empoisonneurs réguliers. Par contre, c'est quand même une invitation à leur égard, une invitation ferme d'évoluer. Nous sommes prêts, enfin, dans le travail, dans le rapport, il est question de toutes les mesures d'accompagnement pour justement les prendre par la main et passer d'un mode culturel à un autre qui soit beaucoup plus vertueux. Quant à la filière bio, il nous semble pour le moment que c'est la filière la plus vertueuse, du moins celle qui a le moins d'impact négatif sur la santé et l'environnement. Il y a quelques quand même soucis. Donc on en est au point où on se dit il faut choisir les solutions les moins dangereuses. Voilà. Et effectivement, la filière bio, pour le moment, répond à des critères et des cahiers des charges très exigeants qui nous paraissent être des très recevables et souhaitables dans une application beaucoup plus générale. Mais effectivement, il n'y a pas les bons élèves et les mauvais élèves. Il y a des agriculteurs qui, à un moment T, en sont à un niveau d'évolution dans leur pratique. Et effectivement, nous avons entendu beaucoup d'agriculteurs nous dire qu'ils étaient conscients et qu'ils avaient envie et qu'ils attendaient qu'on les aide et qu'on les accompagne dans leur mutation. Bon, merci avant tout de faire une intervention déterminante en quelques minutes. Non, mais je voulais remercier tous les intervenants et bien sûr les rapporteurs d'avoir répondu en éclairant effectivement leurs travaux et leurs propositions. Et donc, c'est à mon tour, comme vous savez, le rapport a été adopté le 29 mars, mais il s'agit d'autoriser donc sa publication. Et donc, à moi de vous demander si vous êtes d'accord et voter à main levée pour ceux qui sont pour la publication. Voilà. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Bon, adopté et publié. La séance est levée.